Bonjour. Je vais essayer de ne pas faire tomber le pupitre parce qu'il me paraît assez délicat. Alors, je vais commencer par vous expliquer pourquoi cette présentation sur la qualité de la formation à distance. J'aurais tendance à dire que jusqu'à il y a quelques années, la qualité de la formation à distance, elle est pratiquement de soi. La formation à distance était confiée à des experts qui étaient formés pour cela, qui étaient intégrés à de grosses équipes, en fait, multidisciplinaires, avec un partage des tâches, qui à l'usage s'est avéré assez efficace comme mode de fonctionnement. Depuis peu, en fait, quelques années, avec l'arrivée du web et la formation à distance sur le web, j'aurais tendance à dire que n'importe quel enseignant du supérieur s'est transformé en expert de formation à distance. De plus en plus, on voit des cours qui sont proposés, en fait, dans un grand nombre d'universités, par des gens qui sont des spécialistes du contenu, du domaine, en fait, mais pas de la formation à distance. Alors, prenant conscience de cette situation, en fait, on s'est regroupé à quelques chercheurs pour essayer de réfléchir à ce problème de la qualité en formation à distance. Et aujourd'hui, je vais vous livrer quelques éléments de contexte par rapport à cette recherche qui est en train de se développer et par rapport à laquelle on a quelques résultats, mais relativement limités encore aujourd'hui. Alors, un climat comme celui-là, en fait, un climat, je qualifierais d'effervescence autour de la formation à distance, tel qu'on le connaît ces dernières années, où tout le monde fait de la formation à distance, pratiquement dans l'enseignement supérieur, ça n'a pas été sans éveiller l'intérêt des chercheurs, en fait, qui se sont consacrés à différents aspects de la formation à distance. Et notamment à tout ce qui est lié aux enjeux de la formation à distance. Alors les enjeux sont nombreux, en fait, évidemment des enjeux pédagogiques, notamment au niveau des modèles d'apprentissage. On passe d'un modèle behavioriste à un modèle socio-constructiviste, connectiviste, en fait. En fait, toute la rime des ismes va finir par y passer, en fait. Donc une grande variété d'approches pédagogiques. Des enjeux de nature sociologique également, liés par exemple aux conditions d'accès à la formation. Les MOOC, par exemple, sont présentés comme une manière d'ouvrir la formation, en fait, à des personnes qui n'y ont pas accès habituellement, et notamment les personnes qui sont issues ou qui résident dans des pays en développement. Également des enjeux économiques. Vous n'êtes pas sans savoir, en fait, tout l'argent que brasse actuellement la formation à distance et également le climat de concurrence qui existe entre les universités pour essayer de s'imposer sur ce marché. Alors, un tel climat, en fait, c'est évidemment un facteur d'innovation. La recherche, en fait, qui se développe autour de cela est riche et diversifiée, mais ça n'est pas non plus sans poser de problèmes, et notamment des problèmes de légitimité pour la formation à distance. En telle enseigne que la reconnaissance des diplômes ne va pas de soi. Il existe encore aujourd'hui des pays, comme le Maroc par exemple, on a pas mal d'étudiants marocains dans les formations, qui ne reconnaissent pas les formations à distance. Donc, d'où l'intérêt d'une approche qualité, en fait, qui, je crois, est impérative à mettre en œuvre. Alors, en matière d'approche qualité en formation à distance, j'ai distingué 3 points de vue, en fait. Le premier, une approche par la certification accréditation, dont je vais vous parler. Une deuxième, l'approche par les normes ou le benchmarking. Et une troisième, en fait, une approche par les indicateurs. Je vais prendre ces approches les unes après les autres. Tout d'abord, l'approche par la certification accréditation. En quoi est-ce qu'elle consiste? Elle consiste sur un audit qui est réalisé par un groupe d'experts, en fait, qui vient examiner de manière souvent très détaillée, en fait,
en quoi consiste la formation à distance qui prétend en fait à obtenir une certification. Alors au niveau européen, on est en train de structurer le champ, et notamment à travers une fondation qui commence à être bien connue, qui est la Fondation pour la qualité en e-learning, en fait, dont la vocation, c'est d'organiser ces audits en fait, de certification. Le processus est assez long, en fait, c'est un processus à 7 étapes qui permet d'obtenir une certification qui est valable 3 ans. Donc l'équipe débarque, en fait, examine de fond en comble le dispositif et remet une évaluation qui est une évaluation en fait, qui s'inscrit dans une perspective d'amélioration. Donc il y a vraiment un souci de diagnostic, mais également d'amélioration dans cette approche en fait, telle qu'elle est mise en œuvre, en tout cas par la fondation dont je viens de vous parler. Deuxième approche, en fait, une approche par les normes et le benchmarking. Alors c'est une approche en fait qui est relativement ancienne et qui est bien connue dans certains domaines et qui fait notamment référence en fait à des normes et notamment les normes ISO qui sont bien connues dans l'industrie. Il existe une norme ISO depuis peu pour la formation à distance, mais c'est une norme en fait qui s'intéresse surtout au processus de fabrication d'un cours à distance en fait, et pas vraiment au cours en tant que tel. Alors c'est une norme qui est assez intéressante parce qu'elle s'inscrit aussi dans une perspective d'amélioration, mais pas au même titre que les audits. Alors, en matière par rapport à cette approche, en fait, donc on peut se référer à une norme, on peut se référer également à ce qu'on appelle des bonnes pratiques, ou encore des benchmarks, en fait. Ce qui est assez fréquent, mais il est clair que le fait de se référencer à une norme, en fait, donne un crédit plus important que de se référer en fait, à des benchmarks qui seraient de bons exemples, des exemples de bonnes pratiques. Encore faut-il se mettre d'accord, en fait, sur ce que sont ces bonnes pratiques. Il y a une autre approche, en fait, qui s'inscrit dans la même perspective. C'est une approche qui s'appuie, en fait, sur des grilles d'évaluation. Bon, c'est assez classique en éducation, pour évaluer du matériel pédagogique, en fait, d'avoir recours à des grilles d'évaluation. Ces grilles sont intéressantes, mais elles sont moins formalisées que les normes ISO. Et ces grilles, en fait, s'intéressent surtout au produit final. Elles s'intéressent à un dispositif de formation à distance tel qu'il existe à un moment déterminé. On fait quoi? On attend que... Alors, troisième approche possible, c'est une approche par les indicateurs. Qu'est-ce qu'on entend par indicateur? En fait, ce sont des indices assez globaux, en fait, qui permettent d'avoir une idée sur la qualité d'un dispositif de formation à distance, mais c'est une idée, en fait, a posteriori, à travers ses résultats. Exemple d'indicateurs, par exemple, le taux de persévérance est un des indicateurs les plus utilisés en matière de formation à distance. On sait en fait que les formations à distance, elles pêchent souvent par un taux de persévérance ou encore un taux de diplomation relativement réduit. Alors, depuis quelques années, on a fait de gros efforts pour améliorer cette persévérance, notamment à travers des dispositifs qui mettent en avant le tutorat, l'accompagnement personnalisé des étudiants. Et on est arrivé à améliorer très fort les taux de persévérance. Par exemple, dans les normes, 30-40% de taux de persévérance, en fait, c'est acceptable pour une formation à distance. Dans des dispositifs qui capitalisent sur le tutorat, on arrive maintenant à 70, 75, 80% de taux de persévérance. Alors, plus récemment, en fait, avec l'arrivée des MOOC, par exemple, je pense que c'est le mot à la mode actuellement en matière de formation à distance, on assiste un peu à une marche arrière, quand on sait que certains MOOC, en fait, affichent des taux de persévérance inférieurs à 5%. Évidemment, par rapport à l'effort qui a été fait pour essayer d'agir sur cet indicateur, en fait, entre 5 et 75 ou 80%, auquel on arrive dans des dispositifs qui mettent l'accent sur le tutorat, il y a un fossé qui est en train de se creuser et ce fossé risque d'être considérable. Alors, est-ce qu'on va considérer comme acceptable des taux de persévérance de 5% dans l'avenir? J'espère que non, mais c'est peut-être un chemin qu'on est en train de prendre. Alors, il me reste 10 minutes. OK. Alors,
Quand on analyse la littérature scientifique, en fait, on se rend compte qu'il y a 3 facteurs déterminants sur la qualité de la formation à distance. Alors, je pourrais vous donner une série de références par rapport à ça, mais bon, vu le temps, vous devez un peu me croire sur parole. Le matériel d'apprentissage, d'une part, le tutorat, la motivation et l'implication d'apprenants, qui sont considérés comme les 3 facteurs critiques. Alors, ces 3 facteurs, en fait, qui sont reconnus comme des facteurs critiques, ne sont pas pris en considération de la même façon selon le type de dispositif de formation à distance auquel on aura affaire. Par exemple, les dispositifs que j'ai qualifiés ici d'industriels, ils sont des dispositifs qui s'adressent au grand nombre, en fait, à l'image de ce que John Daniel a appelé les méga-universités, là, qui sont des universités qui recrutent en fait les étudiants par dizaines, voire centaines de milliers, sont des dispositifs qui ont un grand souci en fait du design pédagogique et un grand souci en fait de produire du matériel d'apprentissage de très haute qualité. Mais ces dispositifs, en fait, on peut dire qu'ils mettent essentiellement l'accent sur la qualité du matériel et qui négligent généralement d'autres aspects comme le tutorat et la motivation des étudiants. Par contre, d'autres dispositifs qu'on pourrait qualifier d'artisanaux, en fait, vont davantage mettre l'accent sur le tutorat. Certains d'entre eux même vont assez bien négliger le matériel d'apprentissage et considérer en fait que le facteur critique en matière de qualité sera essentiellement le tutorat et des éléments qui sont liés indirectement ou directement au tutorat en fait qui vont favoriser la motivation et l'implication des étudiants. Voilà, j'ai un peu anticipé sur ma diapositive. Alors, considérant ces 3 facteurs qui déterminent la qualité d'une formation à distance, le matériel d'apprentissage, le tutorat et la motivation, on va se demander maintenant en fait comment ces facteurs sont pris en charge par les 3 approches en matière d'évaluation que je vous ai présentées préalablement. D'une part, en ce qui concerne l'approche par la certification et l'accréditation, je vous ai déjà dit que c'est une approche en fait qui est très globale et très approfondie, et c'est une approche en fait qui va cerner les dispositifs à travers l'ensemble de ces aspects. Donc, c'est une approche en fait, c'est un type d'approche qui va prendre en considération simultanément à la fois le matériel d'apprentissage, le tutorat et la motivation. Alors, ce sont des procédures d'évaluation qui sont longues et coûteuses, comme je vous l'ai indiqué déjà, mais qui ont pour l'avantage en fait de s'inscrire dans une démarche en fait d'évaluation. Donc, un audit, ça débouche sur un diagnostic, mais également sur des recommandations qui vont porter généralement sur tous les aspects d'amélioration de la qualité. Alors, l'autre approche par les normes, en fait, est une approche qui est, elle, davantage centrée sur le matériel d'apprentissage. Alors, avec une approche par les normes, en fait, on pourra aussi s'inscrire dans une approche, dans une démarche d'amélioration, mais une amélioration qui va essentiellement porter sur la qualité du matériel d'apprentissage. Alors, en fait, plutôt l'approche par les indicateurs. Donc, l'approche par les indicateurs, en fait, va nous donner une vue indirecte, en fait, de la qualité d'un dispositif, à travers son produit. Est-ce qu'un dispositif, dans sa globalité, à travers les différents aspects, et notamment les 3 aspects que j'ai mis en évidence ici, à quoi est-ce que ça va conduire en ce qui concerne le niveau de diplomation, la persévérance, et d'autres indicateurs, en fait, comme les acquis, par exemple, mesurés chez les apprenants. Alors, étant donné qu'on aura une vue globale des choses, en fait, cette approche, sa principale faiblesse, c'est que, en termes d'amélioration, elle nous apporte que peu d'indications. On sait si un dispositif est performant par rapport à ces indicateurs, mais on ne sait pas clairement sur quoi on peut agir, en fait, pour améliorer sa performance. 5 minutes. OK. Alors, il me reste 5 minutes maintenant pour évoquer le travail auquel on est en train de s'attacher actuellement. On essaye de voir, en fait, en interrogeant différents acteurs de la formation à distance, comment sont perçus, en fait, ces différents éléments, ces différents critères de qualité. Alors, la première étude qu'on a réalisée, c'est une étude, en fait, auprès des étudiants, donc auprès des bénéficiaires.
plus précisément auprès de 92 bénéficiaires. En tout cas, on a 92 répondants, sur la base d'un questionnaire qui comporte une trentaine d'items qui sont organisés en fait sous la forme d'échelles de Likert. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en fait en analysant ces questionnaires? D'une part, que les étudiants sont bien sensibles à l'importance des trois facteurs que je vous ai mentionnés, le matériel, le tutorat, la motivation et l'implication des étudiants. Donc, lorsqu'on demande de juger les critères qui sont déterminants pour définir la qualité d'un dispositif de formation à distance, c'est ces personnes, en fait, qui ont suivi des cours à distance, et dans l'échantillon, en fait, ce sont des gens qui ont essentiellement une expérience du modèle artisanal, où ils ont bénéficié d'un tutorat très suivi et très développé, en fait, mettent en évidence, en fait, l'importance de ces trois critères. Et mettent également en évidence le fait que d'autres critères interviennent. Alors, plus précisément, si on classe ces critères, en fait, en ordre d'importance, tel que nous le révèle cette enquête, les critères les plus importants pour les apprenants sont les critères liés à la motivation et l'implication de l'apprenant. Donc les déterminants principaux pour eux de la qualité d'un dispositif de formation à distance, c'est la motivation, la manière dont ce dispositif agit au niveau de la motivation et de l'implication des étudiants. Donc ce facteur se détache assez bien des deux autres facteurs. Les deux autres facteurs sont importants, mais d'égale importance et moins importants que la motivation et l'implication de l'étudiant. Alors, d'autres facteurs interviennent, notamment la fiabilité technique du dispositif. C'est un facteur qui a un poids important. Là, vous avez une valeur, 4,6, en fait, qui représente dans l'analyse statistique le poids représenté par ce facteur. Ensuite vient le support institutionnel apporté au dispositif, donc par l'institution. Et puis, d'autres facteurs qui sont moins importants, notamment des facteurs liés à la certification ou à la norme. Est-ce que le dispositif a fait l'objet d'une certification par un organisme agréé, ou est-ce que ce dispositif satisfait aux exigences d'une norme, en fait? Ce sont des éléments qui sont considérés par les apprenants comme secondaires. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, en fait, vu l'importance prise maintenant par ces normes ISO et autres. Alors, j'ai encore une minute pour la conclusion. Qu'est-ce que tu as? Une minute. Donc, pour conclure, en fait, il est clair que la qualité est importante à mettre en évidence dans les dispositifs de formation à distance, et notamment dans le contexte actuel, en fait, d'émergence d'un grand nombre d'opérateurs en matière de formation à distance, mais que c'est aussi une notion qui est complexe et difficile à appréhender, et qui va être appréhendée de manière différente selon la conception de la formation à distance qu'on a, plutôt un modèle industriel ou artisanal, et avec toutes les nuances qu'on pourra apporter autour de ça, mais également en fonction, en fait, de la conception qu'on se fait de ce que doit être une approche de qualité. Alors, les apprenants sont sensibles aux déterminants de la qualité, notamment les déterminants que j'ai mis en évidence. Moins à d'autres, par contre, notamment, ils semblent négliger tout ce qui concerne les normes et l'accréditation. Enfin, pour vraiment conclure de manière définitive cette fois, à travers les premiers résultats qu'on a obtenus, en fait, on considère que c'est une démarche qui peut être intéressante, en fait, essayer de se faire une idée de ce que c'est la qualité en formation à distance, en interrogeant des intervenants. Là, on a interrogé d'abord, dans un premier temps, des apprenants, et dans un deuxième temps, en fait, et c'est en cours actuellement, on va essayer de voir, en fait, si la conception de la qualité en formation à distance peut être influencée notamment par le type de dispositif auquel les apprenants ont été confrontés. Si c'est un dispositif plutôt qui est centré sur le grand nombre, ou plutôt un dispositif qui est centré, en fait, sur la prise en charge, en fait, plus individuelle des apprenants. Et aussi une autre préoccupation qu'on va essayer de poursuivre, en fait, c'est de voir s'il y a des variables culturelles, en fait, par rapport à la conception qu'on peut se faire de la qualité en matière de formation à distance. Donc voilà,
notre espoir, c'est d'ouvrir un champ et surtout de mettre un focus, en fait, sur la qualité et la nécessité de la prendre en charge dans les dispositifs de formation à distance, tant au niveau de la conception du dispositif, en fait, que de son évaluation et son amélioration permanente tout au cours de sa vie. Voilà. Merci.